Il faut savoir que le stress, c'est du stress, et ce qui compte, c'est sa durée et son intensité. Et en fonction de sa durée et de son intensité, ça peut être bon ou mauvais. Alors, le stress chronique, c'est tout le temps mauvais, parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans un stress chronique. Ça veut dire que c'est un stress, généralement de basse intensité, mais qui perdure dans le temps. Ces stress-là, on l'appelle du mauvais stress, si tu veux. Et c'est celui qui amène à l'épuisement, physique et mental. Par contre, un stress qui est court dans le temps, mais peut-être avec une intensité élevée, pas destructrice, ça aussi, il y a une intensité aussi à ne pas dépasser, c'est plutôt un stress positif, parce que le corps, il apprend à gérer ça. Donc, il y a le côté temps qui est court, le côté intensité qui est haut, mais aussi haut dans la mesure où le corps peut le tolérer. Un organisme sain et fort peut tolérer un stress plus intense. Un organisme faible, même si c'est très court, le stress doit être réduit. Salut et bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant. Surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Ok, tu m'entends toujours ? Ouais, toujours. Cool. Je suis avec Leonardo Pelagotti. Bonjour Leonardo. Bonjour. Comme je te l'ai dit en off, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans Génération 120 ans. Comme je te l'ai dit, dans cette émission, en fait, je cherche à découvrir de nouveaux concepts, de nouvelles façons de voir les choses, découvrir des choses annexes qui ne sont pas forcément très connues et qui peuvent soulever des questions. Tout ça dans l'idée d'arriver jusqu'à l'âge symbolique de 120 ans en bonne santé et heureux. J'ai appris là il y a pas longtemps que la moyenne d'âge en fait elle augmentait, mais que la moyenne d'âge en bonne santé elle diminue. Et ça on le dit pas forcément. Ouais. Et donc dans cet épisode j'ai envie de parler particulièrement avec toi de la méthode Wim Hof, qui est une méthode assez spécifique autour du froid, du mouvement et de la respiration, si j'ai bien compris, pour vivre en meilleure santé. Oui, et l'aspect mental aussi. L'aspect mental, oui, effectivement. Petit disclaimer, j'ai juste une toute petite expérience avec cette méthode et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est juste les douches froides et quand j'ai l'occasion, je me baigne dans l'eau fraîche parce que ça me fait terriblement de bien. Ça s'arrête là, j'ai pas spécialement creusé le sujet et donc j'ai vraiment envie de creuser avec toi là sur le sujet et découvrir un peu plus en détail les particularités de cette méthode, les fondements, les bienfaits, les limites, le potentiel danger et en quoi cette méthode aussi peut s'inscrire dans un protocole de longévité. Oui, bien sûr. L'idée pour moi-même et les auditeurs qui nous écoutent, c'est de comprendre de manière générale tout ça et rentrer un peu plus en détail sur les fondamentaux et certains concepts qui régissent cette méthode. Voilà, je pense que c'est un beau programme en perspective. Qu'est-ce que tu en penses, ça te va ? Ah oui, tout à fait. Dans la méthode Wim Hof, on en parle de plus en plus par rapport à la longévité. Alors, c'était pas l'objectif principal de la méthode Wim Hof. Quand Wim Hof a mis en place son protocole, c'était vraiment pour la santé physique et mentale et être bien au quotidien. Mais après, ils ont vu avec les scientifiques qui pouvaient impacter la régénération cellulaire, la santé cellulaire, et ils ont commencé à faire des études dans ce sens. Et justement, dans les derniers livres de Wim Hof, qui est sorti en début d'année, juste fin d'année dernière, et qui va être traduit par Trey Daniel en français cet été. Je suis en train de travailler pour corriger quelques fautes. Il y a la préface d'un docteur américain, Eppel, qui parle justement de l'impact de la méthode Wim Hof sur la longévité. Et que les premières recherches qu'ils ont conclues, l'étude scientifique n'est pas encore publiée, c'est extraordinaire. C'est juste du jamais vu. Et l'état biologique des Wim Hof en personne est quelque chose autour des 18 ans. Alors, on nous a partagé ça à Wim Hof
à nous, les instructeurs, en parlant, hein, les études scientifiques n'est pas publiées, donc si je me trompe sur les chiffres, c'est ma faute, mais en disant que voilà, il avait l'âge biologique d'un jeune et il a 62 ans. C'est pas par hasard, c'est vraiment lié à ce qu'il pratique depuis 45 ans. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est aussi une pratique. Ouais, Wim Hof, il fait ce qu'il fait depuis 45 ans. Donc ça veut dire travail avec les froids, travail avec la respiration, travail avec les mouvements, travail avec la partie mentale, dans une démarche qui au début était inscrite dans les yogas et ensuite s'est transformée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Wim Hof. Et donc c'est une démarche sous les longs termes et de façon régulière. Donc il y a eu des effets importants dans ce sens. Et donc tout ça, ça va être retranscrit dans un livre qui va sortir là très prochainement? Dans une étude scientifique qui va être publiée bientôt, mais dans la préface du livre qui est déjà sorti en anglais et qui est traduit en français par Trey Daniel et qui va sortir cet été, il y a justement un premier abord à cela. Il en parle un petit peu de la rencontre avec Wim et des études scientifiques qui sont en train d'être faites dans ce sens. Ok, comment il s'appelle ce livre en anglais? C'est The Wim Hof Method. Ah, The Wim Hof Method. En anglais, c'est auteur Wim Hof. Le titre de Wim Hof Method, c'est, à mon avis, les meilleurs livres sur la méthode Wim Hof qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, je le conseille et il va être en français cet été. Donc, il est bien traduit. Je suis en train d'aider Trey Daniel pour les petits détails sur les côtés techniques, mais c'est très bien. Donc, c'est un bon livre. Ok. Donc, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez emblématique, Wim Hof. Il a, au final, quelque part, il a inventé cette méthode où, il a pris des fondamentaux et il a mélangé les différents concepts pour faire une seule et unique méthode. Alors, c'est la méthode Wim Hof, c'est une évolution de sa pratique personnelle, effectivement, qui est arrivée avec le temps. Et lui, sa pratique personnelle, ça a été un lien avec la nature, en pratique avec le froid. C'était quelque chose qui l'a vraiment marqué de tout jeune. Il a continué à le faire. Travail avec les souffles et la respiration, inspiré par les yogas, mais il faut savoir que Wim, il n'a jamais vraiment appris les yogas avec quelqu'un. Il s'est un peu improvisé quelque chose qui ressentait. À la fin, ça peut arriver aussi comme ça. Hein. Et donc, ça a plus un travail mental spécifique qu'aujourd'hui on appellerait épigénétique ou autre. Il y a des termes scientifiques derrière, mais lui, il a jamais forcément inscrit ça dans quelque chose qui existait. Il a mis ensemble cela avec des mouvements aussi, comme tu disais, les liens avec la nature. Et c'est la méthode Wim Hof. Mais effectivement, on retrouve des piliers qu'on retrouve aussi dans les yogas traditionnels indiens et tibétains, comme les Tummo. Le yoga Tummo, ok. Super. J'ai de nombreuses questions qui vont venir. Toi, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ton lien avec la méthode Wim Hof? Enfin, comment t'es arrivé à ça? Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Parce que je crois que tu as passé le certificat niveau 3. Oui. Je voulais aussi comprendre c'est au niveau des certificats, qu'est-ce que tu apprends de plus au fur et à mesure par rapport donc moi je suis l'ambassadeur de la méthode Wim Hof en France et en Italie. Okay. Je suis niveau 3, ça veut dire que j'ai travaillé avec l'académie pour former les nouveaux instructeurs. Donc je travaille avec Wim en personne et je l'aide dans les événements les plus grands, les plus importants en Pologne, en Espagne. Et les niveaux 3, c'est une étape d'après à l'instructeur avancé. Avancé, ça veut dire que tu es un instructeur avec expérience et tu communiques toutes les techniques de la méthode, les basiques plus les avancées. Et l'avancé, c'est une étape après l'instructeur des bases, que tu arrives à l'instructeur des bases une fois que tu as passé 1 an dans l'académie, tu as pratiqué, tu as fait tes examens, tu es instructeur des bases. Donc c'est tout un parcours. Moi, j'ai commencé en 2016, c'est qui m'a donné un peu de temps pour me former, ensuite pratiquer, ensuite avoir les techniques avancées et ensuite travailler avec Wim. Et moi, je suis arrivé par hasard ou par destin. Ça, c'est notre débat. C'est notre vision de la chose. Mais disons que j'ai lu les premiers livres de Wim. J'ai trouvé la chose curieuse et extraordinaire en même temps. Et je me suis formé en ligne avec ses cours suite à toute une histoire personnelle qui voilà, peut-être on en parlera une autre fois, mais je suis arrivé à ces cours et j'ai trouvé des vrais bienfaits juste en pratiquant les exercices en ligne que j'apprenais avec Wim. Et après, j'ai décidé de rencontrer Wim, de faire un stage avec lui. Ensuite, j'ai échangé avec lui et ça m'a mené au parcours d'instructeur. Ouais, parce qu'au début, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Non. Vraiment... Non, moi, j'étais
un gymnaste au niveau national, voilà. Ouais. Donc j'aimais les sports. Après j'ai fait du Kung Fu Shaolin jusqu'à être ceinture noire. Donc j'aimais tout ça, mais finalement j'étais ingénieur à Paris et j'avais un style de vie qui était un peu celui d'un ingénieur à Paris, un peu de stress, un peu la défense, assis devant un ordinateur. Ouais, l'ordinateur, la sédentarité, les documents, l'ordinateur, voilà, tout ça. Donc c'était pas du tout mon quotidien, la méthode Wim Hof. Mais je l'ai introduit progressivement, ce qui a amené à un vrai changement de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est coach, c'est retraite, méthode Wim Hof, respiration, formation en ligne, coach sportif. Donc ça a tout changé, disons, dans les derniers 5-6 ans, progressivement, jusqu'à maintenant, où je suis en train de terminer cette transition. Maintenant, t'es tout full, quoi. Enfin, plus jamais tu reviendras dans ta vie d'avant. Bah, je sais pas, mais en tout cas, là, je vais investir mon temps, mon énergie pour développer ces stages avec Inspire Potential, que c'est mon entreprise, et continuer dans cette direction. Ok, super, Leonardo. Du coup, on va rentrer là dans le vif du sujet. Comment tu définirais cette méthode de Wim Hof pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, donc la méthode Wim Hof, c'est qu'il y a 3 piliers. Ça, c'est important. C'est l'exposition au froid, graduelle, non forcée, la respiration et des techniques de respiration spécifiques et la force du mental, la concentration, le focus, la persévérance. Et ces 3 piliers agissent en synergie. C'est une base stable qui forme ensemble. Et ce qui fait que la somme de ces composantes, ça fait plus que 3. C'est 1 plus 1 plus 1, plus que 3. Il y a un effet synergique. Parce que les éléments et les techniques de cette méthode, ils ont une force par les liens. Et donc, si on pratique ces éléments en cohésion, en synergie, c'est vrai qu'il y en a des bienfaits qui arrivent très rapidement, que je n'avais pas expérimenté avec d'autres pratiques, que c'était les yoga, que c'était les kung fu, que c'était la gymnastique. C'était des voies très longues. On part d'années. Et là, avec la méthode Wim Hof, c'est vrai qu'on a des bienfaits qui arrivent en quelques jours, en quelques semaines. Ouais. Donc, ça va vite et ça peut surprendre, ça fait du bien. Mais il faut comprendre que la force, c'est par les liens de ces piliers. Et c'est vrai que des fois, on a la tendance à vivre un peu de façon compartimentée et on n'a pas forcément tous ces aspects qui vont ensemble au même moment. Et donc, on avance peut-être plus lentement pour ça aussi. Si je comprends bien, si tu fais juste le froid ou si tu fais juste la respiration, tu fais juste t'entraîner le mental, ça va t'apporter des résultats ça va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est pas ça. En fait, tu fais pas Wim Hof si tu fais pas les 3 en même temps, dans une même routine. Ouais, c'est ça. La méthode Wim Hof, c'est vraiment ces 3 piliers. Et après, pratiquer le froid, c'est très bien et il y a des bienfaits derrière. Pratiquer la respiration, c'est très bien et il y a des bienfaits. Pratiquer la méditation, il y a des bienfaits. Et c'est très bien, mais c'est pas exactement ce qu'on expérimente quand on fait la méthode Wim Hof. Et la méthode Wim Hof, c'est pas non plus juste le froid. Okay. Donc ça, effectivement, il faut les comprendre. C'est qui donne aussi un petit côté mais alors, qu'est-ce que ça donne vraiment cette synergie? C'est un peu la magie de cette méthode. Donc finalement, on avance vite grâce au fait qu'on pratique ces éléments. Et avec régularité aussi, parce qu'on peut bien les faire un jour, et certes, ça va vite, mais on a besoin aussi d'une certaine régularité dans la pratique. Ok. Qu'est-ce qu'ils recherchent les personnes qui pratiquent cette méthode? Enfin, je veux dire, on cherche du bien-être. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses communes que les personnes recherchent? Enfin, toi, tu recherches peut-être la performance, peut-être le bien-être. Il y a des choses communes, bien évidemment, par catégorie des personnes, parce que moi, j'ai vraiment fait tous les types des stages avec tous les publics. Mais disons, par exemple, la personne commune qui pratique la méthode Wim Hof pour la santé généralement, être bien physiquement et mentalement. La gestion du stress, les burn-out ou la santé physique contre l'inflammation, ça rentre dedans. C'est vrai que les personnes généralement s'intéressent parce qu'ils ont envie de renforcer leur immunité, d'être un peu plus solides, à la fois physiquement que mentalement. Parce qu'on vit dans un monde très stressant aussi, et ça, il faut l'avoir sous contrôle. Sinon, ça dérègle beaucoup des systèmes biologiques. Après, il y a certains qui ont envie de se confronter au froid
parce qu'ils sont frileux et ils en peuvent plus de vivre des mois et des mois dans l'année où ils souffrent. Donc il dit finalement si j'apprends le froid et si j'apprends à travailler avec, finalement je vais mieux vivre la saison hivernale et effectivement moins souffrir, et c'est le cas. Donc ils ont aussi cet intérêt-là. Et après, il y a, par exemple, les entrepreneurs, ils ont envie de travailler sur le focus et la concentration, la gestion du stress, les grands sportifs sur la performance physique. Eux aussi, la gestion du stress. C'est vrai que la gestion du stress, c'est quelque chose de très transversal. Qui revient souvent, ouais. Qui revient souvent, mais voilà, tu vois que finalement, c'est un spectre large. Hein. Ouais. Tu parlais du froid. Est-ce que on peut arriver à un stade où on ressent plus le froid? Enfin, ou peut-être c'est différent. C'est quoi ton expérience avec ça? Mon expérience, c'est qu'on les ressent toujours, mais de façon différente, au niveau physiologique, hein, déjà. Parce que, on s'habitue, le corps apprend, il s'adapte, et il évolue. Et aussi, par rapport à la sensation, on a une autre réponse interne. Ça veut dire que, par notre attitude mentale et l'habitude de se confronter à cela, la réponse interne nerveuse, émotionnelle, psychologique et physiologique change. Donc, ça veut dire on va toujours ressentir le froid, mais on va pas les vivre de la même façon. Donc, c'est pas qu'on anéantit la sensation de froid au niveau des senseurs, des capteurs, mais c'est qu'on la vit de façon différente. Donc, c'est finalement ça qui compte. Hein. On change la perception, en fait. On change la perception sur les deux côtés physiologiques, psychologiques. Ok. C'est vrai que ça a l'air un peu magique, du coup, tout ça, et quand on voit tous les bienfaits, on a envie d'expérimenter tout ça, mais je me posais la question, du coup, c'est quoi les concepts clés, les fondamentaux derrière qui régissent cette méthode? Qu'est-ce qui se passe dans le corps au niveau physiologique et qui peuvent provoquer tous ces effets-là? Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau physiologique, et c'est aussi l'objectif des études scientifiques. Parce qu'effectivement, oui, mais il a beaucoup pratiqué, il a fait des records, et personne n'arrivait à comprendre comment c'était possible. Parce qu'il allait un peu au-delà de la science moderne pour beaucoup de choses, sous la médecine, sous le système immunitaire, sous le système nerveux autonome. Donc, il y a eu des études scientifiques. Aujourd'hui, c'est 10 qui ont été publiées, mais il y a eu plus. Certains doivent être encore publiés pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a certaines choses qui arrivent de façon commune en fonction des expériences scientifiques. Il y a un travail sur les systèmes cardiovasculaires important, bien sûr, parce que on travaille avec les souffles et les froids, donc on a vasoconstriction, vasodilatation. On a un travail sur la respiration qui change les systèmes nerveux autonomes. Les froids les fait aussi, donc il y a un travail entre sympathique et parasympathique, un équilibre de cela qui peut agir plus en profondeur sur d'autres systèmes autonomes, comme les systèmes immunitaires. Il y a des effets sur les globules blancs, des effets sur les globules rouges. Il y a des effets sur les pH du sang, l'acidité, l'effet d'avoir des cellules alcalines. Il y a tout un effet sur les hormones, très très important, sur les systèmes endocriniens, l'adrénaline, la noradrénaline, les cortisol, la sérotonine, l'endorphine. Il y a plein de choses qui se passent. Mais finalement, le corps humain fonctionne un peu comme ça. Même quand on fait du sport, finalement, il y a plein de choses qui se passent. Et on a des mécanismes de réponse au stress qui sont en place, qui existent dans les corps humains, qui, s'ils sont dans la juste mesure et dans la juste intensité, nous font du bien. Et c'est aussi le concept de l'hormèse qu'il y a derrière. Et les sports, c'est la même chose. Hein. Oui, on s'entraîne. L'hormèse, tu peux juste dire un mot dessus? Je crois que l'hormèse, c'est le principe de provoquer un stress court dans le corps pour qu'il s'habitue, c'est ça? C'est ça. Un stress court, mais d'intensité relativement élevée, pour induire des adaptations et des changements physiologiques qui permettent de renforcer l'équilibre par la suite. Un exemple d'hormèse, c'est l'entraînement sportif. On va courir, on peut avoir un peu les jambes fatiguées, les muscles qui doivent se rétablir un jour ou deux, mais finalement, après, on va courir et les muscles sont plus forts. On fait 10 pompes un jour, on se repose, après on fait 11, etc. On se renforce par un stress, le stress du mouvement, finalement. Et c'est la même chose sur plein d'autres choses, hein. La respiration, l'apnée, les froids, les chauds. Donc à partir du moment où tu sors un peu de ta zone de confort, tu provoques un stress, il y a le phénomène de l'hormèse qui se passe. C'est ça, si l'intensité est juste. Si l'intensité est trop faible ou trop forte, ça se passe pas comme ça. Trop faible, il n'y a pas d'entraînement. Trop fort, il peut y avoir un choc qui
qui dans les courts termes, sûrement, rend les corps plus faibles. Après, peut-être, s'il y a une récupération suffisante derrière, ça renforce. Mais l'objectif, c'est pas d'aller au bout tous les fois de la capacité adaptative pour avoir une avancée très rapide. C'est pas comme les Super Saiyans dans Dragon Ball où si on est en train de mourir, après on est plus fort. Non, par contre, si on a un stress dans bonne intensité, mais qu'on sait gérer, alors là, ça nous renforce tout de suite. Ok, je comprends bien. Et donc, toute l'idée de cette méthode, c'est de créer via cette routine le phénomène de l'hormèse à un juste milieu. C'est ça. C'est ça. Alors ça, voilà, c'est une explication un peu scientifique de la chose. Ouais. Après, bien sûr, Wim Hof, il a commencé, il savait pas qu'il allait travailler sur des lois qui s'appelaient comme ça, de l'hormèse, mais oui. Et de toute façon, pour avoir des changements et une adaptation et augmenter notre résistance, tolérance, endurance, résistance, résilience, tout ce que tu veux, il faut passer par sortir un peu du confort, parce que sinon, ça va être difficile. Si ce n'est que juste un travail mental aussi, ça va demander de l'effort. Donc on peut dire, mais avec la méditation, je reste confortable sur mon coussin. Oui, mais en fait, il y a un travail mental qui est au-delà juste du confort mental. Donc ça marche aussi dans ces sens, si tu veux. À la fois physique, c'est très tangible, mais aussi mental. Ok. Alors comment on crée ce... Donc, on comprend bien qu'il y a une différence entre mauvais stress et bon stress. Le mauvais stress, c'est... est-ce que déjà, il y a un mauvais et bon stress et finalement, avec cette méthode, on cherche à avoir du bon stress, hein, c'est ça, juste pour... Alors, on parle souvent du bon et du mauvais stress. Mais en fait, il faut savoir que le stress, c'est du stress. Et ce qui compte, c'est sa durée et son intensité. Et en fonction de sa durée et de son intensité, ça peut être bon ou mauvais. Alors, les stress chroniques, c'est tout le temps mauvais parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans un stress chronique. Ça veut dire que c'est un stress généralement de basse intensité, mais qui perdure dans le temps. Ces stress-là, on l'appelle du mauvais stress, si tu veux. Et c'est celui qui amène à l'épuisement physique et mental. Par contre, un stress qui est court dans le temps, mais peut-être avec une intensité élevée, pas destructrice, ça aussi, il y a une intensité aussi à ne pas dépasser, c'est plutôt un stress positif, parce que le corps, il apprend à gérer ça. Mais donc, il y a le côté temps qui est court, le côté intensité qui est haut, mais aussi haut dans la mesure où le corps peut le tolérer. Un organisme sain et fort peut tolérer un stress plus intense. Un organisme faible, même si c'est très court, le stress doit être réduit. Donc ça, il faut les garder en tête. Mais voilà, c'est ce qui fait un peu la différence entre du bon et du mauvais stress. Ok. Mais est-ce qu'il y a une limite dans tout ça? Donc tous les jours, tu vas bosser en stressant ton corps. Est-ce que est-ce que finalement c'est une course qui est interminable? On cherche toujours à repousser, ou au bout d'un moment, tu arrives à un stade où finalement, ton corps sait très bien s'adapter, ça fait plus rien et t'es au top, quoi, au niveau de la gestion du stress. L'objectif, c'est ça, hein. L'objectif, c'est être très bien, c'est la santé. Donc, si t'as pas un enjeu des performances sur des records spécifiques, tu vas ajuster tes pratiques. Donc, il n'y a pas toujours en course à faire plus. Au contraire. Mais voilà, ça dépend de l'objectif. Si ton objectif c'est de courir toujours plus vite, tu vas essayer de t'entraîner pour courir toujours plus vite. Mais si ton objectif c'est d'être en forme et savoir courir, à un certain moment, quand tu es satisfait, tu t'arrêtes là. Tu vas pas tout le temps te challenger à aller plus vite. Voilà, et c'est un peu la même chose avec les froids, avec la respiration, les apnées. Généralement, les gens qui font de la méthode Wim Hof, c'est pour les aider dans leur quotidien à faire face aux défis de la vie. Donc, ils vont pas tout le temps augmenter leur pratique pour avoir plus. À un certain moment, ça suffit, ça fait du bien et on s'arrête là. Et il y a d'autres qui se connaissent pas, qui connaissent pas leur corps, donc ils forcent. Et finalement, surtout sous les sports, sur des pratiques qui à la base peuvent être très très saines, ça peut devenir quelque chose qui nous pénalise. C'est trop. Donc ça, c'est une erreur assez commune sur les gens qui se connaissent pas trop et qui n'arrivent pas à faire la nuance entre ces dont j'ai besoin et ce qui va au-delà de ces dont j'ai besoin. Ok, ça marche. Concrètement, du coup, comment ça se passe quand on veut pratiquer la méthode Wim Hof? C'est on respire donc un certain cycle on fait plusieurs cycles de respiration. Tu peux en toucher quelques mots. Ensuite, on s'expose au froid et enfin on termine par du mouvement.
Alors, disons qu'il y a un protocole. Alors, il y a déjà des techniques de base et des techniques avancées. Sous les techniques de base, généralement, on commence par la respiration parce que c'est un exercice, une technique, la respiration Wim Hof de base, qui nous permet de rentrer plus en lien avec notre corps. Donc, ça aide à centrer la personne, à trouver ses moyens. Si ça arrive que des fois on est un peu décentré par une raison ou l'autre, et ça nous centre, ça nous concentre, et ça permet d'avoir un bon lien corps-mental. Ce qui amène à avoir accès à son potentiel, déjà un peu plus. Donc on commence par l'exercice de respiration, et ensuite on travaille avec l'effroi. Il est en préparation physique, en préparation mentale, surtout au début, quand on connaît pas trop, et par la suite, après, ça va de plus en plus vite. Et après, il y a l'exposition proprement dite au froid, où on s'immerge dans l'eau froide, où on fait une balade dans des températures froides à l'extérieur sans vêtements, etc. Et après, il y a toute une partie après, où on se réchauffe à nouveau, de l'intérieur, on fait des exercices pour revenir à la norme. Et dans tout ça, il y a du mouvement, il y a des parties mentales, il y a de la respiration, et il y a ces trois piliers qui sont ensemble. Souvent, en exposition en nature, c'est très bien. Ça veut dire l'eau d'une rivière, l'eau d'un lac, l'eau de la mer, l'eau d'une cascade, ou l'air froid de la montagne. Mais des fois, ça arrive qu'on les fait en ville, on fait un bain de glace, dans une piscine, dans un baignoire, etc. Et ça, c'est un peu le protocole de base qu'on peut faire dans un stage. Et après, il y a, bien sûr, toutes les autres techniques, approfondissement avancé, où alors là, on touche un peu plus loin à la respi et au froid. Mais les protocoles de base, c'est bien pour commencer. Et moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, pour les gens qui écoutent, vous pouvez simplement écrire respiration Wim Hof, inspire potential. Vous trouvez des tutoriels. Ou exposition au froid, inspire potential. Vous trouvez les tutoriels pour s'exposer au froid selon la méthode Wim Hof. Ou voilà, méthode Wim Hof, inspire potential. Il y a plein de vidéos. Il y a des centaines de vidéos pour montrer un peu à quoi ça ressemble les exercices de base. Ça donne une première base. Les gens peuvent pratiquer à la maison, hein, en suivant ces vidéos. On peut pratiquer tout seul sans forcément avoir. Voilà, en suivant les indications de la vidéo. Et après, moi, je conseille toujours de faire un stage parce que il y a toujours des choses à corriger, des éléments à mettre en place. Et moi, c'était pareil. Moi, j'ai commencé en ligne. Après, j'ai rencontré Wim, j'ai fait des stages avec lui. Et là, j'ai perfectionné. Et après, c'est toute une démarche qui prend du temps. Et les plus on se connaît, et les mieux on pratique. Et après, des fois, on a besoin de changer un peu de direction, de changer un peu les exercices, de changer un peu les routines. Donc, c'est quelque chose qui en entretient dans le temps. Oui, parce que justement, par rapport à ça, je me posais la question si au bout d'un moment, tu te lasses pas de faire cette routine, toujours respiration, exposition au froid. Au bout d'un moment, tu te dis peut-être que 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique, tu te dis bon, ça devient chiant, quoi, non? T'as pas ce. Il faut pas les faire devenir chiant. Oui, ça, justement. Après, moi, je l'ai fait depuis 5 ans et je change aussi mes routines en fonction de la période, en fonction des objectifs. Je peux changer les horaires, les applications. Après, c'est en nature. Après, c'est à la maison. Après, je travaille des façons différentes les froids, des façons différentes la respi, des façons différentes les mouvements. Je le fais avant, je le fais après, les matins, les soirs. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais disons que quand on pratique et ça nous fait du bien, c'est pas chiant. Parce qu'en fait, ça nous fait du bien. Donc, on les fait parce que ça nous fait sentir bien. Donc, mais si ça devient un peu difficile de les faire, alors oui, moi, je conseille de changer la routine tout seul. Si on n'arrive pas, de les faire avec d'autres, parce que pratiquer avec d'autres personnes, c'est sympa. Et si on n'y arrive pas encore, de faire des stages où là, clairement, on est guidé. Donc, on arrive à remettre en place des choses. Et il y a des gens qui font des piqûres, des rappels tous les années, qui font des stages avec moi, même s'ils ont déjà fait 10 stages, ils reviennent parce que voilà, ça leur fait du bien et en même temps, ils arrivent à se remettre dedans. Voilà, ça aide, c'est sûr que ça aide, ouais. On peut faire juste des stages et ressentir les bienfaits ou finalement, c'est le stage, on va dire, c'est une bulle, on a notre shot de bien-être, mais après, si on continue pas, finalement, on revient à un stade. Bah oui, ça, c'est normal. Ouais. Ok. Ok, je comprends bien tout ça. Au niveau des... je me posais la question si c'était à force de faire du stress au corps, il n'y avait pas des choses... infliger un stress répété au corps pendant longtemps, est-ce que ça peut être quelque chose de dangereux? Parce que finalement, on provoque un stress intense, il y a énormément
d'hormones qui sont relâchées. Peut-être il y a aussi, vu qu'il y a de l'hyperventilation aussi dans la respiration. Est-ce que tout ça, ça peut présenter un danger? Parce que c'est vrai qu'on entend à droite, à gauche, hyperventiler, c'est dangereux. Le froid, mais t'es fou. Ouais. Tu vois un peu. Je pense que t'as dû entendre. Oui, moi j'ai entendu beaucoup de choses, de tout. Donc, mais on revient au ce que j'expliquais tout à l'heure. Le stress chronique, c'est pas bon. Les stress hormétiques et l'hormèse, c'est bon. Donc il faut juste comprendre là où on se place. Si on est en train de faire du stress chronique au corps, c'est pas bon. Voilà, c'est assez simple. Mais attention, parce que les stress chroniques, ça peut être tout type de stress. Par exemple, on mange mal tout le temps, c'est du stress chronique. On est tout le temps stressé au niveau émotionnel, c'est du stress chronique. On dort jamais aux nuits de bonne façon parce qu'on respire mal, c'est du stress chronique. On habite une ville polluée et on respire de l'air, c'est du stress chronique. Donc ça, c'est pas génial. Après, certains seuils, on arrive à les dépasser. Et d'autres, non. Donc si on n'arrive pas, ça amène à l'épuisement ou à la maladie. Alors ça, c'est sûrement pas positif. Mais tous les stress dits hormétiques, il faut les voir comme un entraînement. En fait, c'est un autre terme pour dire pourquoi l'entraînement ça marche, parce que c'est du stress hormétique. Donc aller courir, 5 km, si on a l'habitude d'aller courir, oui, c'est un stress un peu, parce que ça nous fatigue un peu, ça demande de l'énergie, mais finalement, ça nous fait du bien. Mais si par contre, j'ai l'habitude de courir 5, et là j'ai décidé de courir 10, et je le fais une fois, ça va. Si je le fais toute la semaine, peut-être ça va pas. Donc là, ça amène à est-ce que je me connais, et est-ce que je suis en train de faire les exercices avec la juste intensité. Pour faire ça, il faut y aller doucement, il ne faut pas forcer, il faut écouter le corps, et il faut se faire guider aussi. Voilà, on part tous dans des niveaux différents. Donc ça à mettre en perspective. Et il faut aussi comprendre que des fois le corps est fatigué, et ce qu'il a besoin, c'est du repos. Ça, c'est aussi quelque chose qui exulte de la méthode Wim Hof, mais il faut les comprendre, parce que si on est déjà hyper fatigué, on va pas en plus se faire des entraînements dessous. Oui. C'est un peu la même chose sur la méthode Wim Hof, on va l'appliquer de façon différente. On va peut-être faire une douche très très courte, froide, juste pour se donner un peu de bien-être par les hormones, et on arrête là, on va pas faire 5 minutes. Ou encore, on est fatigué, on va faire la respiration de façon très douce, très très ronde, pour ne pas trop charger, parce que finalement on a juste besoin de s'oxygéner, de calmer le mental, et apaiser le système nerveux autonome. Et vice-versa, on est avant en compétition, on doit vraiment dégager de l'énergie. Donc ça s'apprend, et il faut y aller sans forcer. Ça, il faut aller progressivement, c'est vraiment forcer. Comme un entraînement, quoi. Ouais, tout à fait. On commence tout doucement. Ouais, sans forcer. Les bienfaits, on les a quand même. Donc moi, j'ai jamais forcé. Jamais. Des fois, on a testé des choses avec Wim, mais c'était pas l'objectif de faire des records. Voilà. Ok. Et est-ce que si maintenant, après, je sais pas, là, tu m'as dit que tu avais quand même quelques années de pratique, du jour au lendemain, tu arrêtes. Est-ce que finalement, ça peut devenir comme une drogue, tu deviens addict et tu es obligé d'avoir ça pour te sentir bien, et que si tu n'as pas ça, finalement, t'es pas bien. Est-ce que tu as expérimenté ça ou pas du tout? Non, moi, je n'ai pas expérimenté ça. Disons que il y a plein de jours où je pratique pas, parce que vraiment, mes journées sont pas types. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Donc, il y a des jours où je pratique beaucoup, des semaines où je pratique beaucoup, et d'autres où j'ai vraiment pas l'occasion de les faire. C'est pas grave. Mais de toute façon, j'ai plein d'autres pratiques. Donc, moi, je pratique la méthode Wim Hof, mais je pratique plein d'autres choses. Donc, il y a en général un certain nombre de pratiques qui m'aident. Et j'essaye de les faire. Quand je fais pas les pratiques, c'est sûr que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas au top. Mais c'est normal, parce que si on a une hygiène de vie qui est positive, on a les bienfaits. Et si on a une hygiène de vie qui est pas géniale, on a aussi, on voit la différence. Donc, généralement, j'essaie de compenser. J'y arrive de mieux en mieux. Des fois, je me trompe aussi. C'est pas la fin du monde. Donc, ça veut dire que des fois, peut-être, j'ai pas fait ma pratique depuis une semaine, et je mangeais mal, et j'ai pas dormi, et j'ai fait la fête. Et je vois qu'après une semaine, le corps est très fatigué. Bon, tant pis. Et des fois où j'arrive très bien à compenser en faisant mes exercices, et ça peut être autre que Wim Hof. Moi, je suis coach en respiration, et j'adore la respiration. Je fais plein d'autres techniques de respiration. J'ai fait du mouvement aussi, plein d'autres choses qui sont pas dans la méthode Wim Hof. J'apprécie les chauds aussi. Je travaille avec les saunas. J'ai fait d'autres techniques de méditation, l'épigénétique. Donc, il y a plein de choses finalement que je fais qui sont hors la méthode Wim Hof, mais ce qui est important à dire, c'est que quand il y a une pratique qui nous fait du bien, quand on arrête de la faire, on perd aussi ses bienfaits. Pas du jour au lendemain. Mais si on pratique pas, on n'a pas le bienfait. Voilà, c'est
C'est pas on a fait une chose une fois. C'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. Ça s'inscrit dans la vie, quoi. Ouais. C'est pas un cachet, on a pris une fois, on est bon. Est-ce qu'on y met il y a de la spiritualité dedans? Est-ce que, ça devient quelque chose de spirituel ou pas du tout? Enfin, chacun met finalement le sens qu'il veut. Chacun met ce qu'il veut. Ça peut être une pratique très, très concrète, très pratique, très matérielle, sans connotation négative du terme, ou simplement on a des effets physiologiques et ça nous intéresse ça et on fait ça. Et voilà, il y a les études scientifiques et on explique tout ça. Et après, certains, ils peuvent apprendre à mieux se connaître, à comprendre qu'il y a d'autres choses derrière, que ça travaille dans un voie plus spirituel, comme tu viens de dire. Mais c'est vraiment libre à chacun. Et moi, je vois dans les stages que généralement, je donne très peu cette dimension spirituelle pour ne rien forcer. Je veux pas imposer des choses, mais que finalement, ça vient plus ou moins de façon spontanée, presque sur tout le monde. Donc, après, ça s'ouvre. Il y a des dialogues, des discussions, des prises de conscience. C'est très beau. Oui, moi aussi, on en parle de ça, mais c'est pas du tout obligatoire. S'il y a des personnes qui sont pas intéressées, il y a aucun problème. On pratique et c'était comme faire du sport, disons. Mais c'est pareil. Est-ce que le sport c'est spirituel? Bon, ça dépend. Ça peut être juste aller courir, voilà. Mais ça peut être aussi, on voit des formations du caractère, on voit des victoires sur soi. Les Jeux Olympiques, ils ont commencé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la gymnastique, c'est quelque chose de matérialiste ou spirituel? Ça dépend vraiment de chacun. Ça peut être les deux. Ok, j'ai compris. Ça va être sympa de côtoyer Wim Hof du coup au quotidien. Non, il est pas. Enfin, vous vous appelez souvent, j'imagine. Vous voyez. Au quotidien, on parle, mais quand on fait des stages, oui, de temps en temps. Après, oui, mais il est bien chargé. Je vais pas tout le temps lui envoyer des messages, mais de temps en temps, on échange, il répond, et après, surtout quand on est ensemble, c'est ce qui est beau, c'est de partager son énergie. Ouais, chaque année au moins, tu le vois une fois autour d'un stage. Ouais, minimum. Ouais. C'est ton mentor? Un des, bien sûr. Avant de passer aux dernières questions, vu qu'on arrive à la fin, on a eu des petits problèmes techniques avant. Tu pourrais dire quelques mots sur les techniques de respiration, peut-être des respirations, quelque chose que tu penses être pertinent, enfin expliquer 2-3 techniques, si tu veux bien. Oui, alors là comme ça, il y aurait énormément des choses à dire. Ça pourrait être vraiment 2-3 autres podcasts sur la respiration, mais disons la respiration, c'est un des piliers de la méthode Wim Hof, et c'est grâce à la méthode Wim Hof où je suis arrivé là-dedans. Et ça a ouvert tout un monde par cette porte de la respiration, du souffle. Certains l'appellent du pranayama ou du breathwork, selon les traditions. Et c'est quelque chose qui est très intime et aussi en même temps très, très naturel pour l'homme, parce qu'on respire tous tout le temps. Et la vie commence avec la première inspiration, les premiers cris, et la vie se termine avec les derniers soupirs. Et tout au long de la vie, on s'arrête presque jamais de respirer, sauf pendant quelques apnées qui ont fait de façon volontaire. Et donc le souffle, on peut l'oublier aussi. On peut penser que c'est un acte autonome et involontaire et on s'en occupe pas. Et en réalité, il y a tout un monde derrière. Un monde très physiologique, très psychologique et très spirituel aussi, en fonction des l'axe sur lesquels on veut travailler. Et moi, ça, depuis que j'ai connu ça, ça me passionne. Ma première démarche, après avoir commencé Wim Hof, c'était de comprendre la physiologie, vraiment la science, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et donc, je me suis formé avec à l'université des cours de médecine physiologique sur la respi. Et après, j'ai fait Oxygen Advantage, qui vient de Buteyko, qui a une approche très scientifique, et sous la respiration fonctionnelle et sous la respiration pour les sportifs, donc l'efficacité sportive. Et ça m'a donné beaucoup de choses à travailler sur un axe très concret. Et ça m'a fait vraiment du bien. Ça, je suis ravi de l'avoir fait. Oxygen Advantage. Et après, je me suis intéressé à tout ce qui est pranayama et breathwork et des techniques qui vont plus sur l'aspect mental ou spirituel. Et ça aussi, ça ouvre tout un monde qui fait les ponts avec la méditation. Ça, c'est des méthodes similaires, mais c'est juste des noms différents, ce que tu viens de dire, pranayama et breathwork. Pranayama, c'est la science yogique de la respiration. Ok. Et le breathwork, c'est un mouvement qui vient, disons, quand on parle des respirations aux États-Unis, on parle du breathwork, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de la physiologie de la respiration.
parce que la physiologie de la respiration, c'est vraiment un axe très concret où on étudie au niveau cellulaire, et c'est super. Hein. Mais après, il y a d'autres techniques qu'on utilise pas forcément pour travailler sur la physiologie. Et il y a cet aspect mental dont j'ai parlé. Dans les breathwork, il y a beaucoup. Et en plus, un aspect aussi spirituel de travailler sur soi. On peut l'appeler développement personnel ou autre, ou plus philosophique. Dans les pranayama, il y a beaucoup. Et ça fait les ponts avec la méditation et le monde de la méditation dans les yogas. Et qui, après, ouvre tout un autre monde. Qui est le monde de l'épigénétique, si vous voulez, qui me passionne beaucoup. Je le mets dedans, qui a une approche un peu scientifique, hein. Ça vient des docteurs Dispenza, Lipton, Braden, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Et donc, ça peut aller beaucoup plus loin que juste un simple échange des gaz au niveau des alvéoles. Je comprends bien si avec simple respiration, enfin simple entre guillemets respiration, on peut arriver à influencer sur les jeunes. Ah oui, les travails de la respiration, c'est c'est la base, c'est les socles pour tout les travail mental par la suite. Si le souffle n'est pas maîtrisé, on ne peut pas maîtriser notre mental. Donc, si tout travail de méditation est mental, qu'on peut faire, hein, il y a derrière des bases qu'on doit mettre, et une de ces bases, c'est la respiration. C'est nécessaire, mais pas suffisant, mais c'est nécessaire. Okay. Et donc là, ça ouvre plein de choses parce que tout est dit, finalement, c'est vraiment les premiers outils qu'on a tous là à disposition tout le temps. Et c'est gratuit. On ne connaît pas encore, c'est gratuit, on ne connaît pas encore, et ça a des énormes potentialités. Ok. Ouais, ça c'est juste fascinant. Et t'as écrit d'ailleurs un bouquin sur la respiration. Oui, j'ai écrit un livre, j'ai fait une formation en ligne. Oui, alors dans les livres, c'est un guide pratique, très synthétique pour travailler sur les techniques, 31 techniques de respiration. Ça s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi, édition Exui, avec Fabien Moine. Et après, j'ai fait une formation en ligne. La formation inspire les pouvoirs de la respiration et on va réouvrir à la rentrée en septembre un nouveau groupe de quelques centaines de personnes que je vais suivre c'est une formation sur 12 semaines pour reprendre tout de la base jusqu'à des exercices plus avancés parce que ça fait du bien et les gens ont envie de découvrir tout ça. Et du coup, chaque type de respiration va répondre à une certaine problématique parce que tu parles de plusieurs techniques, peut-être une pour le stress, une pour le, j'en sais rien, pour le sport, une pour le... Ouais, c'est les thématiques du livre sont stress, système immunitaire, concentration, sport, santé, sommeil, méditation, énergie, voilà, exactement. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu switches de respiration selon ce que tu as. Ah oui, je switch, ouais, en fonction des besoins. Il y a certaines que je fais plus souvent parce que j'aime bien, d'autres je fais un peu moins souvent, mais ouais, ils sont tous là et je les connais pas mal, donc j'alterne. Ok, bon, passionnant, Leonardo. Ça me dirait bien de creuser ça davantage une prochaine fois, éventuellement avec toi. En tout cas, super cool. Super cool, on arrive vraiment à la fin. Je vais te poser 2-3 dernières questions. Première chose, c'est du coup, quel conseil tu donnerais à une personne désireuse de reprendre sa santé en main? Enfin, le premier truc qui te... De commencer à pratiquer, c'est dont on a parlé, méthode Wim Hof, respiration. Ok, respiration. Si vous n'avez pas de base, vous allez sur mon site internet, Inspire Potential, vous trouvez les tutoriels, vous trouvez des articles et vous commencez avec ça, c'est vraiment très simple. Ok. Donc en termes de ressources, donc tu conseilles évidemment la méthode Wim Hof, ton livre sur la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres livres ou de ressources que tu pourrais conseiller? Moi, je pense que pour commencer, je commencerai avec ça. Après, il y a tellement. Il y a tellement. Mais il faut commencer quelque part et très concret, très accessible. À mon avis, je commencerai par la méthode Wim Hof. D'accord. Ok, ça marche. Et dernière petite question type, si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage où tu pourrais écrire un message à diffuser au monde entier, ce serait quoi ce message, Leonardo? Il y a plusieurs messages. Qui te vient en premier? Moi je dirais, je mettrais quelque chose
type be happy, soyez heureux, quelque chose de tout simple. Ouais. Voilà, be happy, très bien. Ça marche. Écoute, c'est top. Je mettrai les liens dans la description. On peut te suivre donc sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, ton site. Tu fais des stages, des formations. On a vu ça. Je mettrai tout ça dans la description. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de terminer que tu aurais aimé parler, que je t'ai pas posé comme question? Je pense qu'on a touché des axes pour donner de l'envie de découvrir. Après, on n'a pas touché comment le faire et aux méthodes, mais au moins ceux qui sont intéressés, ils savent où ils peuvent démarrer leur parcours. Ok, écoute, merci beaucoup Leonardo, c'était vraiment un plaisir. Et puis voilà, ceux qui écoutent, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode-là pour ceux qui ont envie de découvrir. Si vous avez aimé, pareil, voilà, mettre une petite note positive sur le podcast, sur cet épisode. Et puis n'hésitez pas à rentrer en contact avec Leonardo si vous voulez en savoir davantage. Merci beaucoup Leonardo. Merci, bonne journée. À bientôt. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.